Eh bien, bonjour, nous sommes mercredi 9 décembre pour cette troisième journée de la Biomime Expo Digital Week. Absolument ravi de vous retrouver. C'est une journée très importante et un peu exceptionnelle parce qu'on va parler de notre habitat. On va parler de nos maisons, de notre habitat d'espèces en tant qu'humains. On va parler d'architecture, d'urbanisme, de ville, de nature en ville, de biodiversité en ville. C'est extrêmement important. Donc on a un très beau programme avec l'idée de réintégrer plus de vie dans nos villes. On aura à 11h30 un beau plateau avec d'autres architectes. Et puis on continuera en début d'après-midi sur la partie un peu plus bâtissons nos villes, construction. Voir comment tout cela s'articule. Et on aura une émission un peu bonus, un peu spéciale à 17h, grâce à Dassault Systèmes et à Technique de l'ingénieur. On vous emmènera au 3D Experience Lab pour un exercice à distance d'immersion et de simulation 3D. On verra ce que notre hôte nous fera visiter dans son casque virtuel. Ça sera à 17h. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci aux partenaires que vous avez vus défiler à l'écran, grâce à qui nous sommes bien vivants. Sur cette édition 2020, on y tenait, on voulait honorer ce rendez-vous et notamment parler d'architecture. Merci au 127, transformé en studio Biomime Expo pour l'occasion. Nous sommes chez Pixelis, merci à eux de nous accueillir. On va parler donc de 9h30 à 11h. On va se donner du temps, on va respirer un peu de cette idée. Alors, on pourrait le dire de 1000 manières différentes, mais de cette idée qui consiste à essayer de réintégrer plus de vie dans nos villes, les rendre plus vivantes. Je voudrais, s'il vous plaît, la régie, qu'on dise bonjour à nos amis en duplex avant de démarrer, parce que nous avons la chance d'accueillir en duplex avec nous Pénélope Comites, adjointe à la mairie, à la maire de Paris, en charge de l'innovation et de l'attractivité. Bonjour Madame Comites. Merci d'être avec nous. On a eu le plaisir 2 années de suite de faire une très belle journée Biomime Expo à l'Hôtel de Ville. Et avec grand plaisir, nous y reviendrons. Mais ravi de votre présence et de la présence de la ville de Paris avec nous à travers ce duplex. Dans la case en haut à droite, je vois Nicolas Bell. Merci Nicolas Topagé de nous rejoindre et de nous faire un point tout à l'heure sur l'agriculture urbaine. Tu es un des grands experts de cette question et donc nous en parlerons avec toi au cours de l'émission. Merci Jérôme Lotte, donc c'est la case entre guillemets, pardon, en bas à gauche, de la fresque du climat notamment. C'est intéressant parce que Jérôme a utilisé pas mal la fresque du climat comme un outil d'explication, de sensibilisation auprès d'équipes municipales. Et donc merci pour ce futur retour d'expérience tout à l'heure pendant l'émission. Et Olivier Vinoc, qui a créé une société NatH Nature Harmonie. Vous verrez, Olivier fait revenir des oiseaux en ville en leur proposant des nichoirs et des habitats, parce que notre habitat d'espèces doit aussi être un habitat pour les autres espèces. Donc on en parlera avec Olivier. Et en plateau, j'ai la chance d'être accompagné par, à ma gauche, Vincent Calbeau, qui va nous faire un exposé qui va nous emmener jusqu'à 10h-5, 10h. J'y reviens dans une seconde parce que vous allez voir, c'est assez fantastique. Et à ma droite, Pierre Darmé. Tu n'es plus secrétaire, tu es cofondateur de CB Biodiversity, une formidable association, un formidable mouvement sur la biodiversité et l'immobilier, d'une certaine manière. Alors, si vous voulez bien, on va démarrer avec Vincent Calbeau. Merci beaucoup Vincent d'être là.
On aurait adoré te recevoir sur la scène de la Cité des Sciences, mais on est ravis de faire une émission de télé avec toi pour que tu nous racontes, à travers ton exposé archibiotique égale architecture plus biomimétisme plus technologie de l'information et de la communication. Vincent est un architecte à la fois très engagé, très passionné, très expert de biomimétisme, également visionnaire, prospectiviste. Merci de nous emmener en voyage à travers tes œuvres et tes réalisations. Merci beaucoup Alain et toute ton équipe de Biomime Expo. Je salue tout d'abord votre résilience et votre faculté de rebond pour pouvoir organiser cette semaine autour du biomimétisme malgré la période que nous connaissons et peut-être la dystopie dans laquelle nous nous plongeons progressivement en se disant que l'avenir sera un peu plus dur qu'aujourd'hui. Je voudrais commencer cette présentation par une petite citation de Gilles Deleuze. Croire au monde, c'est ce qui nous manque le plus. Nous avons tout à fait perdu le monde, on nous en a dépossédé. Eh bien, cette citation de Gilles Deleuze, elle synthétise selon moi très bien le carrefour de crise dans lequel on a enfermé aujourd'hui la nouvelle génération des millennials. En effet, cette nouvelle génération née après l'an 2000, elle est aujourd'hui prise en étau entre d'une part le déni des derniers climato-sceptiques, qui sont hélas les plus grands dirigeants de ce monde, et d'autre part le cri d'alarme des collapsologues qui annoncent à ces jeunes un possible effondrement de notre civilisation, incapable de se réinventer rapidement face au dérèglement climatique. Eh bien, loin de ce constat anxiogène aujourd'hui, je voudrais vous faire pétiller les neurones, travailler sur notre imaginaire d'éco-conception pour dire que le biomimétisme, la bionique, le biomorphisme, la construction des cités fertiles est aujourd'hui une utopie concrète qui peut lutter justement contre ce sentiment de dystopie, contre ce monde qui ne tourne plus rond. Depuis maintenant 10 ans, je travaille sur le concept d'archibiotique. Archibiotique, c'est un néologisme qu'on a inventé en 2008. C'était le nom du premier livre de mon atelier d'architecture, qui vient fusionner architecture, biomimétisme et technologie de l'information et la communication. C'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, en alliant le meilleur de l'ingénierie de la nature et le meilleur de l'ingénierie de l'homme, on peut secouer fortement la trousse à outils de l'architecture pour construire des villes post-carbone, post-fossiles, des villes recentrées vers l'humain qui s'inspirent des formes, des structures et de toutes les boucles de rétroaction que l'on peut retrouver dans le vivant. Alors, être architecte aujourd'hui, c'est tout d'abord se poser... c'est répondre à des questions que personne ne nous pose, ni les municipalités, ni les clients. On sait aujourd'hui qu'en 2050, on aura 250 millions de réfugiés climatiques qui vont devoir quitter leur terre, soit suite à l'augmentation du niveau des océans. Et donc, on a proposé en 2010 la construction de nénuphars géants, le projet Lilipad, qui prône un habitat voué au nomadisme en mer pour venir apporter des nouvelles solutions, pour vivre non pas sur terre mais sur mer, dans des habitats autosuffisants qui suivent les courants du Labrador ou du Gulf Stream. En 2010 également, on a développé pour la mairie de Port-au-Prince le projet Coral Reef, qui est un projet basé sur ce qu'on appelle l'upcycling. C'est-à-dire que suite au tremblement de terre qu'a connu la ville de Port-au-Prince, on a proposé de récupérer les matériaux qui provenaient de la déconstruction de la ville pour reconstruire un village qui a été imaginé à partir d'un module, comme un Lego géant, qui vient intégrer 2 appartements et qui est répété 500 fois dans l'espace pour créer cet effet de récif corallien où chaque toiture est transformée en potager urbain et où l'ensemble du projet fonctionne sur l'énergie marémotrice et marithermique et également sur l'intégration des énergies renouvelables. Également, pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010, on a développé le projet Hydrogénase, qui est un projet qui, j'ai les diapos qui passent automatiquement, qui est un projet qui est en fait un zeppelin vertical qui fonctionne grâce au biohydrogène, c'est-à-dire au fait de venir recycler les déchets constitués par les algues vertes qui proviennent de l'agriculture urbaine intensive du XXe siècle pour venir transformer ce déchet en ressources.
Également, nous avons travaillé avec le MIT, le professeur Dickson Despommiers, sur la première ferme verticale que nous avions présentée à New York, qui est en fait une ferme verticale qui vient étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers suspendus, pour dire qu'il était possible de ramener les lieux de production alimentaire biologique au cœur des lieux de consommation, ainsi casser la boucle d'import-export et diminuer en même temps de 90% les ressources en eau. Alors tous ces projets, ils peuvent sembler utopiques. Et pourtant, ils prônent notre leitmotiv de transformer l'économie linéaire du XXe siècle, une économie qui produit, qui consomme, qui génère beaucoup de déchets et de dettes, en une économie qu'on appelle régénérative, l'économie circulaire, qui fasse en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclable et recyclé en boucle vertueuse, en fonctionnant uniquement sur les énergies renouvelables et en créant une économie de la ressource. Pour passer de la R&D à sa concrétisation, je voulais vous expliquer ce matin le projet Taozu Yinyuan. C'est une tour résidentielle de 50 000 mètres carrés, de 120 mètres de haut, que nous avons construit pendant une décennie, entre 2010 et 2020. Ça a été possible grâce à un client visionnaire qui, lors d'un concours international où on s'est retrouvé devant des pontes de l'architecture, des prix Nobel d'architecture tels que Norman Foster ou Zaha Hadid, on a proposé la construction d'une tour qui baissait de 50% ses émissions de carbone durant sa construction, qui baissait de 50% ses émissions carbone durant son exploitation et qui était capable d'absorber 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère grâce à une végétalisation verticale, étant donné que cette tour est recouverte de plus de 23 000 plantes, arbustes et arbres. Cette tour, vous me voyez ici un peu coincée à gauche de la maquette qui swing, elle a reçu la certification environnementale LEED Gold Plus aux États-Unis et la certification de diamant de bâtiment carbo-absorbant. En bas à droite, vous voyez mon client, Elliot Chen, qui a le même âge que moi, qui se tient debout sur l'un des jardins suspendus sur l'un des 25 étages qui constituent cette tour. Cette tour, comme l'ensemble de nos projets, elle intègre d'abord du bon sens, c'est-à-dire par exemple des cages d'escalier, des cages d'ascenseur et des parkings qui sont naturellement éclairés et naturellement ventilés, c'est-à-dire où on apporte de la lumière et de la ventilation naturelle. On intègre également des canopées solaires, du double vitrage et des lagunes de phytoépuration qui viennent recycler sur site les eaux grises provenant notamment de votre baignoire ou de votre lave-vaisselle, eaux grises duquel on enlève les éléments gras pour venir irriguer cette végétalisation verticale. Cette tour, elle a la spécificité d'être antisismique. On l'a construite juste après le tremblement de terre de Fukushima. Et en fait, cette tour, imaginons que ce soit le micro et que ma main gauche, c'est la terre. Quand la terre bouge dans toutes les directions, à 360 degrés, la tour reste fixe parce qu'elle est en fait posée, pour simplifier, sur un skateboard géant. C'est-à-dire qu'en dessous de chaque point porteur, on a un système de roulement à billes qui permet d'avoir une tour élastique qui, tel un roseau, plie mais ne rompt pas. Pour rendre cette tour élastique au tremblement de terre mais également au typhon, on a donc une tour qui n'utilise pas un seul gramme de béton. Elle est construite en acier ultra performant avec des doubles planchers en nid d'abeille que l'on retrouve notamment dans les Airbus et elle est recouverte de matériaux biosourcés naturels. La jonction entre toutes les façades verticales et les planchers horizontaux, par exemple, sont des joints souples, exactement comme le tendon qui relie votre épaule à votre thorax, qui fait que vous pouvez encaisser les chocs, par exemple, quand vous faites du sport. Et donc, cette tour, elle est véritablement métabolique, elle produit sa propre énergie, elle recycle ses propres déchets, et elle instaure dans son concept de durabilité une mutabilité extrême. C'est-à-dire que pour nous, le transformable, c'est le durable, avant tout apport de low-tech ou de high-tech. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des plateaux sans murs, sans point porteur, sans colonne, sans gaine, on peut imaginer 1001 possibilités d'aménager, de transformer au fur et à mesure de l'évolution de la cellule familiale son appartement. On peut ici aussi imaginer, sans travaux, de transformer un appartement en immeuble de bureau. Comment c'est possible? Simplement en intégrant des doubles planchers
qui intègre toute la plomberie pour l'eau propre, pour les eaux usées, pour les eaux grises, pour aussi les technologies de l'information et de la communication, pour faire en sorte que finalement, les salles de bain et les cuisines sont par exemple des boîtes à roulettes que vous pouvez venir plugger n'importe où sur le plancher. Une tour donc hyper transformable et durable par définition. Ici, vous voyez une photo du chantier avec cette charpente en acier performant qui a été construite en moins de 6 mois, étant donné que toute cette charpente a été préfabriquée hors site à partir de poutres préfabriquées, standardisées en usine. Ici, sur cette image, je vous invite à poser votre regard sur le niveau 15F, où vous voyez qu'à ce niveau, il n'y a aucun point porteur entre le noyau central et la colonne spiralée au bout du plateau. Il n'y a pas de matière. C'est le sens même du biomimétisme, faire en sorte de consommer un minimum de matière pour baisser le bilan carbone de nos constructions. Ici, vous voyez ces façades recouvertes de granit blanc et au milieu, cette fameuse cheminée à vent qui vient intégrer les circulations verticales, mais qui surtout, à l'image d'une termitière, permet de se passer presque complètement de ventilation mécanique, c'est-à-dire de clim. Comment c'est possible? On vient absorber l'air chaud à l'extérieur de la ville, dans une ville au climat tropical, donc à 40 degrés, et cet air chaud, on le fait passer sous les fondations, dans des cheminées à vent, pour faire en sorte qu'il rentre en contact avec l'inertie thermique de la Terre, qui est constante toute l'année à 18 degrés. Cet air chaud à 40 degrés, il passe donc à 28-26 degrés, sans un seul kilowattheure, avant d'être réinjecté dans les appartements, qui profitent également de l'évapotranspiration des plantes, pour diminuer la température ressentie de 3 à 5 degrés. Donc, même dans un pays tropical, on peut avoir un bâtiment passif qui ne consomme aucune énergie. La chance qu'on a eue pour ce projet, c'est de travailler également avec des écologues, avec des paysagistes, avec des scientifiques, des ingénieurs agronomes qui sont spécialistes du substrat et qui ont permis de végétaliser cette tour toute hauteur avec une végétalisation endémique qui a été observée sur la montagne des éléphants, qui se trouve juste derrière la tour et où on a observé quelles étaient les espèces du végétal qui poussaient au nord, au sud, en haut de la montagne, au pied de la montagne. Et cette analyse, finalement, on est venu la réintégrer dans cet écosystème vertical. Finalement, on a essayé de réaliser le rêve de notre client, d'avoir tous les avantages de vivre à la campagne, mais en ville, là où on est le plus proche de tous les services, de tous les théâtres, mais également le plus proche de notre travail. Le but, c'est de densifier la ville pour lutter contre l'étalement urbain à l'horizontale et faire en sorte de protéger les écosystèmes et le territoire. Aussi, je vous parlais de grandes canopées solaires. On a plus ou moins 5000 m² de canopées solaires sur le projet qui produit 100% de l'électricité nécessaire pour éclairer toutes les parties communes de la tour. Même principe pour un projet qu'on est en train de livrer à Dubaï pour le pavillon dédié à la mobilité, construit pour le gouvernement belge pour la prochaine exposition universelle qui ouvrira ses portes le 1er octobre 2021. C'est un bâtiment construit comme un mécano géant qui intègre toutes les règles de l'économie circulaire et du cradle to cradle, c'est-à-dire où chaque matériau peut être rendu à la nature. C'est un chantier mixte construit en acier et en bois massif entrecroisé, où on a sculpté également l'architecture pour faire en sorte de proposer un bâtiment pont qui vienne créer une immense agora naturellement ombragée dans un pays très chaud pour protéger du soleil les visiteurs lors de l'exposition universelle. On a également orienté et sculpté notre architecture d'est en ouest pour faire en sorte que cette agora soit naturellement ventilée. On a donc un projet pont avec une structure en arche qui permet de libérer au maximum le sol en faisant monter le programme à la verticale et en faisant en sorte que cette peau en bois massif fonctionne finalement comme un mouchard à biais géant qui vient créer des courants d'air naturels pour se passer au maximum de climatisation mécanique. On a également intégré des grands balcons végétalisés pour agrémenter les vues vers l'extérieur, profiter de l'évapotranspiration et faire en sorte que ce monolithe en bois devienne complètement diaphane la nuit pour lire finalement le programme avec les restaurants, les espaces d'exposition, le VIP Center et un grand rooftop qui est recouvert également ici d'une grande canopée solaire. Donc ce projet il est en chantier avec le constructeur B6 qui a notamment construit la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde.
Donc, ce que nous voulons exprimer, c'est que même dans des climats difficiles, qu'ils soient tropicaux ou arides, on arrive à intégrer le végétal, on arrive à profiter des énergies renouvelables et on arrive à mettre en place des systèmes passifs pour construire des architectures vertueuses. Alors, après avoir présenté ces projets en chantier à l'étranger, la mairie de Paris est venue vers nous en nous demandant « mais est-ce que toutes ces innovations qui sont basées sur des techniques que l'on retrouve déjà depuis 3000 ans dans les temples des pharaons, comme les cheminées à vent, ou sur l'intégration des énergies renouvelables, est-ce qu'on peut les mettre en place sur la ville de Paris, pour imaginer le Paris en 2050 qui viendrait concrétiser tout le plan climat, air, énergie, qui vise à réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à imaginer un Paris neutre en carbone en 2050. Avec notamment la mairie de Paris, les services de l'écologie urbaine et le groupe d'ingénierie CETEC Bâtiment, on a donc développé un concept qui se résume en 2 mots. Ces 2 mots, c'est la solidarité énergétique. En effet, le principe même d'un écosystème mature comme la forêt amazonienne, c'est de produire son énergie grâce à la photosynthèse naturelle, de transformer tous les déchets en ressources et de miser sur la coopération. Eh bien, si on imaginait une coopération optimiste entre une architecture contemporaine qui viendrait se greffer sur le patrimoine intrinsèque de nos capitales européennes, on pourrait imaginer une ville solidaire sur le plan social, sur le plan énergétique, pour assurer cette fameuse transition. Ici, la vue la plus connue de ce projet Paris 2050, c'est la vue depuis Notre-Dame. Vous êtes accompagné des gargouilles et des chimères chères à Victor Hugo et vous pouvez contempler non pas un Paris gris, non pas un Paris imperméable, non pas un Paris minéral, non pas un Paris qui présente uniquement 5,6 mètres carrés d'espace vert par habitant, contre 35 mètres carrés à Berlin ou 250 mètres carrés à Rome. Non, vous avez un Paris végétal, un Paris qui respire, un Paris qui intègre les règles du biomorphisme, de la bionique, du biomimétisme, c'est-à-dire les échelles du vivant de façon fractale pour imaginer la juste symbiose du couple homme-nature, pour imaginer ce que donnerait une ville qui a su remporter tous les challenges de la transition écologique. Ici, on va descendre de la tour de Notre-Dame, on va se promener le long de la Seine pour arriver aux Tuileries. Et en sortant des Tuileries, vous découvrirez la rue de Rivoli en 2050. Non pas une ville ou une rue qui est soumise à ce qu'on appelle les effets d'îlots de chaleur urbains, qui font par exemple que ces immeubles haussmanniens, aux façades minérales, aux trottoirs en asphalte, absorbent la chaleur la journée et la retransmettent la nuit, créant ces effets d'îlots de chaleur urbains. Non, vous avez une solidarité énergétique à travers des tours montagnes qui dressent leurs boucliers photovoltaïques et thermiques le long de la course du soleil, qui intègrent des cascades hydrodynamiques entre des bassins de rétention d'eau pluviale situés en haut et au pied de la tour. Vous avez des tours végétalisées qui, par exemple, pourraient venir intégrer les meilleurs cépages français pour créer un vignoble parisien. Si l'on continue la promenade le long de la rue de Rivoli, on va arriver vers le 15e arrondissement, où on s'est intéressé aux 2 franchissements effectués par le boulevard périphérique au-dessus de la Seine. Pour le moment, les 2 portes fluviales de Paris sont hélas 2 ponts en béton armés qui n'ont pas beaucoup de qualité. Et on a voulu ici proposer le Ponte Vecchio du futur, c'est-à-dire 2 portes fluviales en construisant un pont habité qui est à moitié constitué d'immeubles de logement et l'autre moitié d'immeubles de bureaux. C'est-à-dire qu'en construisant des bâtiments mixtes, on peut faire en sorte de réduire de 50% la facture énergétique, étant donné par exemple que le réseau de froid produit la journée dans les immeubles de bureaux peut être retransmis via une ventilation double flux dans les immeubles de logement le soir venu. Ensuite, on a intégré, par exemple, des éoliennes multipales dans des nombrils qui viennent percer les tours dans l'axe des vents dominants de la ville de Paris est-ouest. Et, comme Einstein le disait si bien, pour produire de l'énergie, il faut du mouvement. Ici, qu'est-ce qui bouge ? Eh bien, c'est la Seine. Et on a profité du mouvement de la Seine pour intégrer des piliers hydrodynamiques avec des roues à eau contemporaines qui transforment l'énergie cinétique de la Seine en électricité. Ici, on va emprunter le petit bateau pneumatique que vous voyez à droite de l'image pour arriver vers le quartier latin. On va découvrir non pas un, mais 2 jardins du Luxembourg.
un jardin du Luxembourg horizontal et un jardin du Luxembourg vertical. Ce deuxième n'est pas cosmétique, mais il est bien nourricier. C'est un projet qu'on a pensé pour les pariculteurs, pour venir intégrer des potagers urbains qui viendraient s'enrouler plutôt autour de la structure en béton. Et ce potager viendrait produire 25 kg de fruits et de légumes par mètre carré par an grâce à la permaculture. Et tous les déchets non comestibles seraient retransmis dans des bioréacteurs d'algues vertes, c'est-à-dire une façade en écaille qui, par biométhanisation, viendrait créer le réseau de chaleur et le réseau électrique nécessaires pour rendre la tour Montparnasse, c'est-à-dire cette tour symbole de l'énergivoracité des villes du XXe siècle, en une tour autosuffisante. On s'est également intéressé autour du 13e arrondissement, des tours d'habitation que, dans le cadre de la rénovation énergétique, on a voulu proposer de venir agrafer des potagers via des terrasses végétales qui viendraient étendre de 20 à 25% les espaces intérieurs. Le poids de ces potagers urbains serait redescendu au sol ici par des doubles façades en bambou tressé, donc en matériaux biosourcés. En bas à gauche de l'image, vous pouvez découvrir la petite ceinture. C'est un peu le fil d'Ariane végétal que la mairie de Paris voudrait réouvrir sur 32 km et qui longe le boulevard des Maréchaux. Ici, eh bien, cette fabuleuse petite ceinture, on voudrait la réouvrir pour ouvrir des Fab Labs, ouvrir des boutiques d'artisans et transformer ces 40% de tunnels en champignonnières, en marchés couverts, en salles de sport qui soient naturellement ventilées grâce à des tours d'habitation qui viendraient la border et qui viendraient intégrer des cheminées avant. Nous nous sommes également intéressés au tissu urbain du début du XXe siècle, ce qu'on appelle les HBM, les habitats bon marché, ancêtres des HLM, que l'on reconnaît notamment le long du boulevard des Maréchaux par cette esthétique de façade en briques jaunes ou orangées. Ici, on a voulu répondre à la crise du logement étudiant en proposant une cellule de 12 mètres carrés, préfabriquée, standardisée en usine, qui viendrait créer une ruche en nid d'abeilles et qui propose un habitat évolutif. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez 18 ans, vous achetez une cellule de 12 mètres carrés. 5 ans après, quand vous avez terminé vos études, vous pouvez prendre une deuxième cellule et ensuite une troisième et quatrième cellule. C'est un habitat pensé finalement comme un mécano géant et qui est basé sur l'économie circulaire. Enfin, avec AgroParisTech, on a par exemple imaginé la quantité de fermes verticales qu'il faudrait construire à Paris pour produire 30% de l'alimentation biologique distribuée en circuit court. Ici, nous avons voulu transformer et donner une image positive du boulevard périphérique, qui serait un boulevard dédié à l'électromobilité, où on aurait également des navettes en sustentation magnétique qui viendraient relier les différentes boucles de métro, et où on aurait des fermes verticales sous forme de cairns, c'est-à-dire des empilements de galets, où on aurait du maraîchage urbain et de l'horticulture qui viendraient fonctionner en binôme avec des nouveaux espaces de coworking. Ainsi, on pourrait produire 30% d'alimentation biologique produite grâce à la permaculture et à ces nouvelles méthodes d'agriculture urbaine. Enfin, ici, nous arrivons à la fin du voyage parisien sur la gare du Nord, qui est la 3e plus grande gare mondiale en termes de trafic. Ici, pour transformer le mouvement en énergie, nous avons proposé de recouvrir les 32 quais de la gare du Nord avec des dalles piézoélectriques, simplement pour transformer les pas des 750 000 voyageurs quotidiens en énergie. Et cette énergie, elle viendrait approvisionner des tours qui seraient inspirées des mangroves et donc qui viendraient se construire comme des palétuviers dans les espaces interstitiels des rails et des quais. Ici, on n'a pas des façades photovoltaïques, mais bien des façades qui viennent intégrer des pigments végétaux. C'est une innovation qui a été développée par l'Université de Lausanne, par le professeur Gretzel, qui intègre des pigments végétaux dans de doubles vitrages pour faire en sorte que nos bâtiments, finalement, émettent et fonctionnent grâce à la photosynthèse comme les feuilles d'un arbre et donc puissent produire de l'énergie aussi bien par temps ensoleillé que par temps gris, aussi bien en façade sud qu'en façade nord. Ce que nous avons voulu démontrer grâce à ce projet Paris 2050, c'est de dire qu'aujourd'hui, en alliant le meilleur du low-tech et le meilleur du high-tech, on arrive à penser une ville neutre en carbone et à construire des bâtiments autosuffisants ou à énergie positive, c'est-à-dire produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Ce type de solidarité énergétique, aujourd'hui, nous la construisons, notamment avec le projet de l'écume des ondes, où on a gagné le concours international pour rénover, métamorphoser les terres nationaux français de la ville d'Aix-les-Bains,
c'est un bâtiment art déco qui a été construit du 19e à la fin du 20e siècle, sur lequel on vient créer une nouvelle place urbaine avec un bâtiment qui est un mini-aéroclimatique qui augmente son inertie thermique grâce à une hyperisolation par l'extérieur, qui vient intégrer des systèmes passifs, tels que par exemple la thalassothermie, où on profite de la source thermale d'eau chaude pour venir réchauffer l'ensemble du bâtiment, et où on vient intégrer également les énergies renouvelables et la végétalisation. Ce projet, je voulais le montrer en dernier, car il exprime le fait qu'aujourd'hui, l'innovation est abordable à prix démocratique. On peut construire à un prix de construction raisonnable ce type de projet qui, finalement, réussit à faire cette fameuse symbiose du couple homme-nature. Je vous remercie. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Écoutez, merci énormément Vincent, parce que on n'a pas arrêté de voyager entre le futur et le présent. Et puis, est-ce que c'est pas finalement, on va entendre les réactions, parce que tu as abordé énormément de sujets, mais est-ce que c'est pas finalement une forme de condensé des grands principes du vivant? On est sur quelque chose qui est en vie, qui évolue, qui n'est pas figé. On est sur une approche nourricière. Les biotopes et les espaces naturels sont des espaces nourriciers pour les espèces qui y vivent. On est sur quelque chose qui brasse de la mixité, qui crée de la connexion. C'est très mycorhizien finalement aussi comme approche, et symbiotique. Pénélope Comitès, on se tourne naturellement vers vous, parce que ces lignes d'horizon, mais qui sont encore une fois aussi ancrés dans le présent. J'aime beaucoup, moi, cette idée que l'utopie et les rêves nous forcent aussi à réaliser des choses. Comment est-ce que ça vous inspire? La nature nous inspire, mais est-ce que Vincent Calbeau vous inspire aussi à la ville de Paris dans vos missions d'attractivité et d'innovation? Merci beaucoup. On s'était rencontré avec Vincent il y a 6 ans. Je crois qu'effectivement, ce qu'on a essayé de faire sous la précédente mandature, c'est d'introduire dans la ville, et je pense que Nicolas Bell pourra en parler, effectivement, d'introduire ce qui n'existait pas auparavant, et notamment tout ce qui est agriculture urbaine, c'est-à-dire profiter effectivement de ce que j'ai appelé la 5e façade des immeubles parisiens, et les utiliser pour effectivement installer des fermes urbaines, profiter de et utiliser tous les murs que nous pouvions utiliser pour planter du houblon et végétaliser les façades. Je crois qu'on est à un début. On n'imaginait vraisemblablement pas il y a 6 ans qu'on arriverait à sortir ces 30 hectares sur les toits des immeubles parisiens, notamment parce que les architectes n'avaient jamais pensé à utiliser cette 5e façade. C'est pas simple, mais je crois qu'on est parti dans cette dynamique, et que les années qui sont devant nous vont être des années où non seulement ça va s'amplifier dans Paris, pour des raisons aussi, comme l'a dit Vincent Calbeau, qui sont des raisons aussi alimentaires, avec une volonté au regard du plan climat parisien d'alimenter Paris, même si on sait qu'on n'alimentera pas Paris uniquement avec ce qu'on peut produire dans Paris, mais il faut des connexions avec l'agriculture francilienne, mais effectivement de développer cette notion de circuit court. Donc je crois que voilà, ces dessins sont extrêmement inspirants, mais ils correspondent effectivement à ce qu'on a mis en route. On travaille aujourd'hui, c'est mon collègue Emmanuel Grégoire qui travaille sur ces questions, sur le nouveau plan local d'urbanisme, et il y a eu une conférence citoyenne qui a lancé ce PLU, et on voit bien que les grands items dont se sont saisis les Parisiens et qui ressortent, c'est effectivement la nature, le nombre de mètres carrés d'espaces verts, la végétalisation, une nouvelle manière de s'alimenter, une nouvelle manière de faire solidarité. Donc, ce qui pouvait peut-être passer il y a 6 ans pour quelque chose de totalement utopique est aujourd'hui en train de se faire. Alors, on a peut-être juste un petit différent avec Vincent, qui est la problématique des tours, ce qui est un autre sujet sur lequel je reviendrai pas, mais on sait aujourd'hui que c'est vers là qu'il faut aller en termes
d'urbanisation, en termes de végétalisation de la ville. Donc, je crois que ce n'est qu'un début. Et on voit aussi aujourd'hui que les villes d'Île-de-France et les projets qu'on a lancés sont en train de faire des petits dans toute l'Île-de-France, et y compris à Lyon, à Marseille. Un certain nombre de pariculteurs se sont effectivement installés dans d'autres villes. C'est le début, mais je pense que les élus locaux, du moins peut-être les élus locaux des métropoles qui font face à des crises à répétition, et notamment des crises au regard de la pollution de l'air, etc., savent aujourd'hui que la logistique doit être différente, que la construction doit être différente, que les matériaux de construction doivent être différents. Et voilà. Alors Paris est un peu spécifique dans le sens où Pardon. C'est une ville où aussi on a beaucoup d'immeubles liés avec les architectes des bâtiments de France. Donc c'est pas si simple que ça, voilà. Mais bien sûr, on va y arriver. C'est aussi pour ça qu'on aime Paris, évidemment pour sa beauté, y compris minérale. Mais vous avez dit, c'était pas forcément imaginable il y a 6 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi que cette capacité, ces compétences techniques et que ces besoins contemporains rencontrent une acceptabilité sociale, une acceptabilité y compris administrative peut-être, ou d'un certain nombre de services? Il faut aussi cette transition culturelle d'une certaine manière pour accompagner cette transition écologique? Absolument, je crois que je pense aujourd'hui que et Pierre Darmet, qui est à vos côtés, avec qui j'ai travaillé notamment sur la biodiversité et l'introduction de la biodiversité dans les immeubles. Aujourd'hui, je pense que tous les grands acteurs de l'immobilier sont parfaitement le savent parfaitement et sortent ce type de projet, parce que quelque part ils savent que c'est ce qui est attendu par les Parisiens. Je pense que nos grands bailleurs sociaux, quand ils sont aujourd'hui en train de construire, le savent très bien. Après, c'est effectivement un changement administratif pour les équipes qui est important. Donc, c'est notre responsabilité en tant qu'élus d'expliquer. On a une agence d'écologie urbaine qui fonctionne bien, mais la ville est une grosse machine avec énormément de directions, et il faut que ce sujet, et c'est notamment dans le cadre de ce plan de la refonte de ce PLU qu'on va le voir, que toutes les équipes l'intègrent. Et je donnerai juste un exemple, si vous voulez. Quand moi j'ai lancé quelque chose qui peut paraître très anodin, qui était le permis de végétaliser, qui était de permettre aux Parisiens de végétaliser des pieds d'arbres, des morceaux de trottoir, etc., on m'a dit ah bah oui, mais quand même ça va pas être facile, comment on va faire avec les machines de la direction de la propreté, puis si on laisse les gens végétaliser, ça sera pas tout sera pas bien aligné, etc. Et puis on a vu, en fait, ça a été un engouement important, ça a marché dans certains coins, pas marché dans d'autres, mais on voit bien l'engouement. Mais honnêtement, au début, au niveau des services, certains ont dû se dire mais qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer, celle-là. Voilà, c'était un petit peu comme ça qu'on le voyait. Je me souviens, lors d'échanges avec des écologues de l'Agence régionale pour la biodiversité comme Gilles Lecure ou Marc Barra, nous expliquaient que là aussi les mentalités évoluent, et qu'il y a 10 ou 15 ans, il n'était pas envisageable d'avoir des mauvaises herbes dans les cimetières, ces lieux quand même extrêmement important dans notre relation évidemment à nos chers défunts, et important culturellement, et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus acceptable. Je me tourne justement vers Pierre Darmet, qui est un peu notre interface avec le monde de l'immobilier pour cette émission, et ensuite je voudrais une réaction de Jérôme Lotte justement sur la sensibilisation des élus, et un premier avis de Nicolas Bell sur l'agriculture urbaine et sur ces potagers urbains. Merci. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous, et merci à toute l'équipe, à Olivier et à la régie qui font un travail formidable, puisqu'on réussit à parler à nos collègues et nos interlocuteurs à distance. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le propos introductif de Vincent, et qui rejoint ce que Pénélope Comitès a indiqué, c'est la notion d'équilibre. On oppose souvent les collapsologues, comme vous l'avez dit Vincent, aux climato-sceptiques. On peut avoir une vision de l'écologie très écocentrée, et donc on ne touche à rien, ou très égocentré, et on croit dans une vision très techniciste qui va tout résoudre. On est dans une notion d'équilibre.
Et quand on l'applique à la ville, a fortiori à une ville comme Paris qui est extrêmement dense, qui a un patrimoine hérité de plusieurs siècles, on est forcément en interdépendance avec d'autres territoires. Pénélope Comites l'a dit à propos du volet nourricier. La notion de biorégion avec le projet d'Agri-Paris interpelle cette dimension-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est en ville, on n'a pas de place, donc on ne peut rien faire. Ce serait un peu l'extrême inverse. Eh bien non, pour, à mon avis, 2 raisons. Un élément essentiel qui est que plus on vit connecté à la nature, plus on la protège. Ou plus exactement, ce qu'ont montré les scientifiques, c'est que moins on vit connecté à la nature, moins on la protège. Donc il y a un enjeu de ce que les scientifiques, qu'ils soient écologues ou sociologues, appellent les expériences de nature. On vit depuis les années 70, ça a été théorisé alors, une extinction des expériences de nature. Et on le sait, des chercheurs comme Anne-Caroline Prévost, qui a travaillé à une formidable synthèse de ce sujet-là avec la philosophe Cynthia Fleury, c'est très difficile de reconnecter à la nature. Donc il nous faut à la fois multiplier les espaces où on va trouver des formes de nature, mais aussi le lien physique et sensoriel qu'on peut avoir. Alors quand on dit ça, on n'a rien fait, mais une deuxième dimension qui est intéressante, c'est que la ville, elle est effectivement le fait d'espaces publics, mais aussi d'espaces privés. Il y a une recherche qui a été relayée auprès du grand public dans Le Monde au mois de septembre, portée par Arnaud Bellec d'une université lyonnaise qui, sur la métropole de Lyon, estime, en excluant les forêts, que 73% des espaces végétaux relèvent du domaine privé. Ça veut dire que 7 espaces sur 10 avec des formes de nature, même très artificielles, on parle d'artefacts naturels, petit clin d'œil à Marion Valeur, sont du ressort du domaine privé. Ça veut bien dire que, d'une part, on doit, dans les espaces publics, favoriser ce que certains appellent des infrastructures vertes, c'est-à-dire des linéaires, et la ville de Paris agit en ce sens, où la disparition, ou en tous les cas la réduction de la circulation, va libérer du linéaire en lanière, qui ne va pas être constructible et qui peut être, pour le coup, biomimétique et permettre un retour à des cycles naturels de l'eau pour que la végétation rafraîchisse de manière effective, parce que c'est bien beau de dire le végétal rafraîchit, quand il fait trop chaud et qu'il n'y a pas d'eau, la végétation ne rafraîchit plus. Mais aussi, tous ces espaces privés, de créer à la fois sur les immeubles des éléments végétalisés qui fonctionnent, et on va venir au 3e point de mon propos, bien conçus et bien maintenus dans la durée, c'est le 2e volet, on en parlait en se rencontrant avec Vincent. Et donc, c'est la raison d'être de l'association CIBI, Conseil international biodiversité et immobilier, dont les Jardins de Gali, nous sommes cofondateurs, c'est de relier les acteurs publics, dont la ville de Paris, la ville de Versailles et bien d'autres, les acteurs privés de la construction et de l'immobilier, les écologues et les jardiniers. Parce que si on ne parle pas un langage commun, on ne peut pas agir ensemble à ces différentes échelles. Ça, c'est cette raison d'être. Et puis peut-être un point, tout ça ne fonctionne que parce qu'il y a des femmes et des hommes. Un écosystème, si on ne lui apporte pas de perturbation, je dis bien de perturbation, eh bien il se referme. La finalité, Marc Barra le dirait beaucoup mieux que moi, mais c'est une forêt. Donc il faut une forme de gestion qui maintient ce dont Vincent parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des équilibres homme-nature. Et la ville de Paris, on les voit assez peu sur les affiches. On a parlé malheureusement par les dégradations des gilets jaunes de la ville de Paris qui sont les agents de la propreté, qui font que notre ville est propre. Ce n'est pas le fruit de la magie, c'est le fruit de femmes et d'hommes qui, malgré la civilité d'un certain nombre d'entre nous, viennent compléter tout cela et nettoyer. Eh bien, les jardiniers de la ville de Paris, qui sont en plusieurs milliers, viennent faire en sorte que les espaces soient habitables. C'est la même chose pour les entreprises privées. Et je signale, je montre un papier qui est sorti le dernier numéro du magazine Oui Demain, qui consacre sa couverture et un dossier spécial aux emplois liés à l'environnement et qui nous dit que le Commissariat général au développement durable estime à peu près 1,8%, c'est-à-dire près de 2% la totalité des emplois verts. Et là-dedans, les métiers de la nature, du paysage urbain, de l'agriculture urbaine, peu importe comment on les appelle, ils ne sont pas tout à fait définis,
pèse un poids très significatif avec près de 20 000 emplois estimés à ce jour. Donc ça, c'est un sujet important. Puis j'aurai un petit truc à rajouter après. On revient vers toi, Pierre, et puis aussi vers toi, Vincent. Mais je voudrais passer par Jérôme Lotte et Nicolas Bell, parce que Pierre l'a très bien rappelé, c'est aussi une question de pluridisciplinarité, de capacité à entraîner plusieurs équipes. Et je sais que ces derniers mois, ces dernières années, du côté de la fresque du climat, notamment, cher Jérôme, vous avez pas mal rencontré d'équipes municipales et d'élus. C'est très important d'embarquer tout le monde, et finalement, ces équipes municipales et ces élus sont des hommes et des femmes, comme tout le monde, qui sont aussi sensibles aux enjeux climatiques, qui, comme tout le monde, ne comprennent pas nécessairement tous les enchaînements en cascade. Et donc, merci de partager avec nous un petit peu un retour d'expérience sur la sensibilité des équipes municipales à ces enjeux du climat et l'importance que ça a évidemment de les embarquer dans des projets comme ceux qu'a pu décrire Vincent, ou comme dans les grands principes que rappelait Pierre à l'instant. Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir invité à la fresque du climat aujourd'hui. Juste pour représenter un peu les enjeux auxquels on fait face, et surtout la place de la ville. La France est engagée à une neutralité carbone d'ici 2050. On doit diviser à peu près par 6 notre empreinte carbone d'ici 2050. C'est très difficile à se représenter pour tout à chacun, mais c'est énormissime. Et d'ici 2030, il faudrait qu'on baisse nos émissions en France de 40%. Donc, il faudrait presque l'effet d'un Covid, moins 6% au niveau mondial à peu près d'émissions carbone par an d'ici 2050. C'est gigantesque. C'est très difficile à se représenter. La bonne nouvelle dedans, c'est que les villes ont une place très importante. Vincent Calbeau l'a très bien illustré avec les images qu'il nous a montrées: le bâtiment, les transports, l'énergie et l'alimentation. Ces 4 domaines vont être complètement transformés. C'est très difficile de se représenter tout ça parce qu'on fait face à une révolution de conception de notre vie. Et là où le travail de Vincent Calbeau, je trouve qu'il est super, c'est qu'il permet de se projeter avec des images, de dire « Ok, ça pourrait ressembler à ça ». Et cette question de l'imaginaire collectif, de la représentation de l'avenir, est absolument indispensable pour donner envie aux gens, pour donner envie aux élus de prendre certaines décisions et de se représenter l'avenir comme étant un avenir attrayant et pas retourner à l'âge de pierre ou aux Amish. Et donc, ce travail de projection, moi, je le trouve vraiment indispensable. Et ce que Pierre Darmé dit, et je viens à la fresque du climat, c'est de parler un langage commun. Et ce langage commun, il est absolument indispensable parce que si on n'a pas une même compréhension du niveau des enjeux, c'est quand même beaucoup plus difficile de travailler ensemble. Et pour pour agir, il faut d'abord comprendre. Et c'est ce à quoi s'attelle la fresque du climat, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. La fresque du climat, c'est un atelier basé sur la science, sur le rapport du GIEC, d'une quarantaine de cartes, qui a été créé par Cédric Riegenbach, qui est l'ancien DG du Shift Project, et qui, tout simplement, permet, via le jeu, l'aspect pédagogique et ludique, de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique, mais dans l'objectif de mieux orienter l'action. Et ce qu'on a fait avant les municipales, on a lancé un dispositif qui s'appelait Municipal et Climat pour aller vers les équipes candidates aux municipales pour leur dire voici concrètement ce que représente le climat pour votre territoire, pas les territoires à l'autre bout de la France, pour le vôtre. Que ce soit un territoire du littoral, que ce soit un territoire urbain, un territoire agricole, voilà. Et la manière dont vous pouvez agir avec vos leviers. Les élections sont passées et nous avons lancé, il y a à peu près 2 semaines, lors du Salon des maires, en ligne également, le mandat du climat. Le mandat du climat, c'est aller voir tous les élus, en tout cas 10 000 élus locaux d'ici fin 2021, pour leur faire la fresque du climat et leur dire 2030, je répète, en 2030, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en France. 2030, il y a moins de 2 mandats municipaux. 2020, 2026, 2026, 2032. Donc c'est absolument maintenant, au début du mandat municipal, c'est stratégique
de bien comprendre. On vient ici très modestement. Hein. On n'est pas là pour avoir le rôle de prof. C'est pas du tout l'objet. Hein. Mais de dire, voilà, vous avez vu qu'il y a eu une vague verte. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans certains médias, dans certaines villes. Les mentalités sont en train de changer. Les enjeux sont énormes. On est là pour vous aider, pour vous accompagner à mieux comprendre ce que représente l'enjeu climatique pour votre territoire et la manière dont vous pouvez Jérôme, agir. Et nous avons notamment le témoignage du maire de Lyon, le témoignage du maire de Conflans-Sainte-Honorine également sur notre site. Jérôme, comment réagissent les élus? Est-ce que les élus sont en attente? Est-ce que ça permet de les acculturer? On a tous besoin d'être acculturés en permanence sur les enjeux du climat, de la biodiversité. Personne n'a de science infuse sur le sujet. Et je poserai aussi la question à Pénélope Comitès de savoir est-ce que des fresques du climat ont été réalisées avec des équipes de la ville de Paris et quels résultats ça a donné? Alors, je sais qu'à la fresque du climat, nous sommes très nombreux. Nous venons de fêter il y a 2 semaines les 100 000 personnes qui ont été sensibilisées à la fresque en dépassant 5 000 animateurs. C'est absolument énorme et nous visons le million de personnes qui auront fait la fresque du climat d'ici fin 2021 grâce à tous ces animateurs et cette croissance exponentielle. La manière dont les élus réagissent, parfois déjà ils découvrent le sujet, notamment pour des nouvelles équipes municipales. Personne ou quasiment personne n'a été formé à ces questions-là dans la société de manière générale. C'est assez nouveau finalement. Ça a quelques années. Parfois, l'enjeu climatique est confondu avec l'aspect des déchets. Les déchets, c'est très important. Moi, j'ai eu un maire qui m'a dit oui, le climat, c'est très important. D'ailleurs, les déchets, c'est une grosse question pour la ville. Les déchets, au niveau français, c'est 3% des émissions de CO2. Alors certes, c'est important, le tri, etc., la propreté des villes. Je ne remets pas ça en cause. Mais sur la partie du changement climatique, dans l'objectif de baisser de 40% nos émissions d'ici 2030, voilà, il faut s'attaquer au grand poste d'émissions carbone, ce que l'a très bien illustré le travail de Vincent Calbeau avec le transport, les bâtiments, l'énergie, etc. Et donc, on voit qu'il y a un désir quand même des élus de se dire, voilà, on sent là, c'est plus que des signaux faibles maintenant, on voit que de plus en plus d'habitants nous interpellent, mais pareil pour des entreprises. Et donc, il faut qu'on soit en mesure de répondre et donc de mieux comprendre tout ça et savoir comment de manière positive, ça c'est vraiment important, on s'attache vraiment à ça sur la fresque du climat, de dire aux élus de manière positive comment vous pouvez agir pour avoir une projection de l'avenir qui soit constructive. Et finalement, c'est l'objet d'un véritable projet de territoire où chaque acteur du territoire peut être associé. Parce que chacun a apporté quelque chose. Donc c'est merveilleux comme hiérarchiser les enjeux, est-ce que c'est aussi une partie de votre travail à la ville de Paris, Pénélope Comitès, pour essayer tout simplement d'agir sur là où les effets de levier sont les plus importants en matière d'attractivité et d'innovation? Alors, effectivement, moi, j'ai quitté une très belle délégation pour effectivement aujourd'hui travailler sur l'innovation et l'attractivité. Et je crois qu'on Paris, avec son plan climat et ma collègue Célia Bloel qui travaille sur la résilience à 2030, je dirais qu'on se rêve en ville biomimétique et résiliente. Et donc, c'est vraiment l'innovation que nous voulons porter dans les 6 années qui viennent, doivent effectivement être au service des Parisiens, mais au service de cette vision d'une ville résiliente, d'une ville durable, qui soit une ville plus végétale, solidaire, plus démocratique aussi, plus citoyenne, plus inclusive. Et l'innovation telle que nous la portons et telle que la maire la voit aujourd'hui, et les projets qui en découlent doivent être au service des habitants pour non seulement permettre à chacun de vivre mieux et dans une ville où on vit bien et où on atteint les objectifs de la COP 21, et aussi de mieux faire société. Donc, toutes les innovations sur lesquelles nous travaillons, elles doivent effectivement s'emparer de ces défis environnementaux et sociétaux,
pour trouver des solutions, pour fabriquer la ville autrement, que ce soit en termes de construction, de matériaux de construction aussi, puisqu'on ne veut plus, par exemple, utiliser de béton, de rénovation, d'architecture, de consommation en circuit court, de logistique, de transport, de solidarité, de transition énergétique. Donc c'est vraiment une innovation technique, mais pas seulement, et plus seulement, parce on parlait beaucoup d'innovation technique auparavant, mais c'est plus seulement et pas seulement. C'est développer des façons de faire différentes pour atteindre ces objectifs et être effectivement, je dirais, dans l'innovation d'usage, dans la manière de changer nos manières de faire la ville, notamment après la crise sanitaire qu'on a traversée. Moi, nous sommes persuadés avec la maire de Paris que nous avons beaucoup à apprendre de la nature. Elle doit être une source d'inspiration pour tous ceux qui, à nos côtés, cherchent des solutions pour Paris demain et en 2030 et en 2040. Et c'est cette inspiration de la nature pour la fabrication de nos villes et pour nos industries qui, quelque part, est porteur de perspectives qui sont assez remarquables pour cette sobriété énergétique, parce que il faut des solutions innovantes en matière d'économie d'énergie, d'adaptation au changement climatique. Il faut effectivement, c'est pas si facile de dire qu'on veut des façades végétalisées qui permettent le rafraîchissement de la ville, et la séquestration du carbone. Il faut qu'on s'inspire aussi du vivant, et l'inspiration du vivant, c'est un potentiel très très important d'économie, je dirais, en matière notamment en termes de matériaux de construction, de circuits courts, etc. Et ce que nous voulons, c'est promouvoir un nouveau modèle urbain où effectivement la nature se déploie et s'invite partout où c'est possible. Et je dirais que le biomimétisme, c'est vraiment un outil majeur pour répondre à cette ambition. Absolument. Cette approche en matière d'innovation, elle est devenue, comme l'économie circulaire dont les intervenants parlaient tout à l'heure, ou la résilience, un des concepts qui inspire nos politiques publiques. Il s'agit de savoir innover pour répondre effectivement aux défis non seulement bioclimatiques. On oublie souvent la biodiversité. Je crois qu'il y a le changement climatique, mais la biodiversité, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément bien compris les enjeux en termes de perte de biodiversité. Et notamment le plan biodiversité sur lequel moi j'avais travaillé sous l'ancienne mandature, qui est un plan 2018-2024, on a un soutien aux démarches biomimétiques qui est inscrit dans ce plan. Et dans cette nouvelle mandature, effectivement, je crois que l'innovation en termes de santé aussi, le biomimétisme et les biotechnologies, ça va constituer des priorités dans ma feuille de route, notamment sur le développement des biotech. Et je crois que c'est vraiment notre rôle en tant que collectivité, que de soutenir des entrepreneurs et des structures qui développent des idées, des solutions pour atteindre ces objectifs. Et je crois qu'il faut, par contre, que nous sortions de tout ce qui est expérimentation, parce qu'on a beaucoup expérimenté. Pour déployer. Et qu'aujourd'hui, nous, on a une agence de développement économique et d'innovation, Paris Senco, qui a une plateforme d'innovation dédiée spécifiquement à la ville durable et à la ville de demain, avec beaucoup de startups qui travaillent sur ces sujets de construction, de transition énergétique, de nouveaux matériaux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est effectivement pas uniquement expérimenter, mais c'est trouver des solutions et les généraliser. À déployer, démultiplier les choses. Absolument. Évidemment, pour démultiplier les impacts. On revient vers vous. Absolument. Merci beaucoup, Pénélope Comitès. Dans une seconde, mais je voudrais qu'on passe par Nicolas Bell. Vincent Calbeau l'a évoqué dans son exposé. Évidemment, c'est toujours des approches partenariales. Rien ne se fait seul. Mais je voudrais un témoignage. Alors, Nicolas, on verra tes quelques diapos tout à l'heure, mais je voudrais un premier témoignage, notamment sur... D'abord parce que Vincent l'a évoqué, mais Pierre également, sur ces histoires de villes fertiles. On souffre aujourd'hui et on nous impose une distanciation sociale pour nous protéger, mais est-ce que ce n'est pas aussi notre distanciation écologique qui nous a mis en danger? On s'est perdu de vue, on a perdu le contact, et on sait bien, Pierre le rappelait tout à l'heure, que tout simplement... on protège ce avec quoi on vit, ce que l'on connaît et ce que l'on aime. Donc, est-ce que tout simplement, il ne faut pas créer des occasions de reconnexion au vivant et à la nature? Et est-ce que
c'est pas une des vertus et un des intérêts de l'agriculture urbaine, pas uniquement pour nourrir nos estomacs, mais aussi pour nourrir notre relation au vivant. Absolument. Déjà, merci vraiment beaucoup d'organiser cet événement et merci beaucoup aux intervenants pour la qualité de leur témoignage. Alors effectivement, l'agriculture urbaine, c'est vraiment un excellent moyen pour que les gens se reconnectent avec la nature. Et le service d'approvisionnement qui est rendu, finalement, c'est pas le service principal. On a tous des services sociaux et de bien-être qui sont liés au fait de voir du végétal, au fait de s'occuper du végétal. Et on passe de plus en plus on va dire, d'un végétal ornemental à un végétal qui rend tous ces services. Les services de gestion des déchets, de recyclage de l'eau, les services sociaux et de bien-être. Et pour ça, l'agriculture urbaine, c'est vraiment un moteur pour le développement durable, puisque si jamais on cultive ses tomates, on va avoir envie de trier ses déchets végétaux pour pouvoir faire son compost. On va être plus vigilant aux saisons, donc on va aussi acheter plus de légumes de saison. Et finalement, ça permet d'entraîner des bonnes pratiques de développement durable d'une façon avec beaucoup de positivisme et pas avec la culpabilité. Après, M. Pierre Darmé avait souligné l'aspect très important de l'appropriation. Et effectivement, nous, on travaille essentiellement sur les espaces privés. Et il faut anticiper d'une part comment est-ce que les gens vont pouvoir s'approprier, comment les accompagner pour que le système vive dans la durée. Et d'autre part, de penser à des systèmes qui sont adaptatifs, parce que ce n'est pas forcément toujours les mêmes personnes qui vont s'en occuper dans le temps. Et cette notion, elle est très importante. Merci beaucoup, Nicolas. On revient vers toi dans une minute, mais je voudrais me retourner vers Vincent Calbeau parce que cette incroyable tour hélicoïdale est habitée aujourd'hui, végétalisée et habitée. Peut-être un retour sur le vécu de ces habitants de cette tour. Je voudrais peut-être, pour commencer, raconter une petite anecdote. Par exemple, quand on a gagné le concours en 2010, j'étais à la recherche d'ingénieurs spécialisés qui croisaient les disciplines. Donc, par exemple, un ingénieur structure qui soit en même temps ingénieur agronome. Ce type de filière n'existe pas, mais sont en train de naître aujourd'hui pour construire ces villes fertiles. Et donc, en Europe, tout le monde m'a dit le projet est trop compliqué, trop innovant, ça va mettre trop de temps, ça va me coûter trop d'argent. Et donc, ça ne va pas être rentable. Après, du coup, je suis parti aux États-Unis et au Japon. J'ai présenté le même projet et tout le monde m'a dit « Eh bien, oui, le projet est compliqué, il va mettre beaucoup de temps, il est hors norme. Mais donc, je veux être le premier ingénieur à construire ce type de projet. Parce que je sais qu'en étant à la source de l'innovation, je vais pouvoir la décliner, démocratiser les techniques qu'on aura inventées sur ce projet. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aucun promoteur français ne voulait travailler avec notre agence il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on dresse des partenariats avec l'écosystème de promoteurs, d'investisseurs, de municipalités en France. Et donc, montrer que d'autres chances sont possibles. Voilà, comme le disait Mark Twain, on ne savait pas que c'était impossible et donc on l'a fait. Une fois qu'on l'a fait, ça ouvre pas mal de portes. Et pour revenir à la question des habitants, aujourd'hui, on a bien compris avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte, tiens, mais j'ai acheté un logement, un 2 chambres à Paris, et il fait 60 mètres carrés. Et quand je me replonge un peu dans les archives, je me rends compte qu'un 2 chambres, il y a 30 ans, faisait 80 mètres carrés. Donc j'ai perdu 20 mètres carrés parce que le prix de l'immobilier a explosé. Et donc la qualité de l'espace, la quantité d'espace est nécessaire au bien vivre, au fait d'être heureux. On a aussi vu quand tous les parcs étaient fermés qu'on voulait tous un jardin. On voulait tous un balcon végétalisé, même si on vivait en ville. Et donc le rapport à la nature, à la biodiversité, à la contemplation, à la zénitude que ça peut apporter, eh bien c'est essentiel aux propriétaires qui ont acquéri un appartement sur cette tour hélicoïdale. Cette tour hélicoïdale, effectivement, elle présentait plein de challenges à remporter. Donc, par exemple, effectivement, quand on plante un arbre sur un balcon, ça fait des feuilles mortes. Et donc, ces feuilles mortes, c'est peut-être un déchet. Sauf que si ces feuilles mortes sont mises dans une petite centrale de biomasse qui est mise au sous-sol de votre parking, eh bien, on génère de l'énergie avec ces déchets. Et ces déchets sont transformés en ressources. Les contraintes sont transformées en opportunités. C'est ce qu'on a fait pour les déchets organiques, pour les eaux grises qui sont filtrées par les plantes en lagunage, qui sont aérées grâce à des cascades hydrodynamiques. C'est ce qu'on a fait en utilisant
pas du tout de béton dans la tour, mais des matériaux biosourcés. On a proposé une charte Quaddle to Quaddle aux habitants en leur disant utilisez uniquement des matériaux naturels, sans solvants, sans produits chimiques, qui seront plus pérennes dans le temps. Alors oui, ça va vous coûter un peu plus cher l'investissement, de 10 à 15%, mais après 10 ans, vous ne devrez pas changer ces matériaux cheap. Vous aurez des façades de très belle qualité, vous aurez un gain énergétique grâce aux énergies renouvelables, et donc finalement, vous devenez acteur en achetant, en vivant dans ce type de biens, de la transition écologique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit finalement. On se dit, mais comment est-ce que je peux faire pour rétablir le climat en faisant autre chose que ce que Yann Arthus Bertrand avait dit, c'est-à-dire manger un peu moins de viande et éteindre la veilleuse de sa télévision. Non, on veut tous aller beaucoup plus loin. On veut tous se réinventer. On veut tous inventer des nouveaux métiers. Je parlais des millénials en introduction. Ils se disent, mais moi, j'ai pas envie d'être ingénieur lambda, j'ai envie d'être architecte, en même temps d'être paysagiste, en même temps d'être écologue, et j'ai envie de faire des parcours pluriels en prenant 3 masters jusqu'à 30 ans, mais après, du coup, en développant des nouveaux outils pour développer des nouveaux projets, des prototypes. Et ça, c'est quand même l'optimisme, la chance qu'on a dans notre génération, c'est de se dire, eh bien oui, il faut tout réinventer, mais ça nous rend heureux chaque matin quand on se lève. Et souvent, par cette capacité à être pluridisciplinaire, et souvent, quand on est pluridisciplinaire, on crée aussi une capacité à hybrider les idées, à les mixer, à les mêler. Et comme le rappelait Pierre tout à l'heure, la vie, c'est aussi de la diversité. Dans biodiversité, c'est diversité qui est important aussi. Je voudrais qu'on parle aussi des oiseaux avec Olivier Vinocq, et on revient vers toi, Pierre, après. Mais parce que la biodiversité, elle vit aussi à travers les oiseaux, et notamment en ville. Et Olivier Vinocq, merci d'être parmi nous, parce que vous essayez, à travers vos innovations et vos approches, on parle souvent de nurseries, et notamment à BioMexpo, de nurseries bio-inspirées pour la biodiversité marine, mais il y a aussi une forme, à travers ce que vous faites, de nurseries bio-inspirées pour recréer des nichoirs à oiseaux et pas uniquement à insectes. On en parle aussi de temps en temps pour les villes. Donc comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites revenir les oiseaux en ville, s'il vous plaît? Alors, bonjour Alain, merci pour cette présentation. Alors moi, mon projet, il vient compléter les autres parce que je vais vous parler de la faune. Il s'agit pour moi de préserver, de reconquérir la biodiversité menacée, faire revenir les oiseaux et petits mammifères en ville en palliant la destruction de leurs habitats naturels par la fabrication de nichoirs en béton de bois, des nichoirs biosourcés avec du ciment bas carbone. Alors, il s'agit de repenser la ville et concevoir le bâti comme un support de biodiversité afin de créer des espaces propices à accueillir aussi bien la nature que l'homme. Alors, mon projet est parti de ce constat. La France fait partie des 7 pays dont le plus grand nombre d'espèces menacées au monde. En France, il y a un peu plus de 10 ans, on a pu constater la diminution de 33% d'hirondelles de fenêtres, 38% d'hirondelles rustiques, 40% de martinets, malgré leur statut de protection. Et on constate également une diminution de 73% d'insectes. Les causes essentielles de ce constat sont alarmantes. Et en fait, les causes essentielles, oui, l'urbanisation croissante qui entraîne très souvent la fragmentation et la perte des habitats naturels et la perte de la biodiversité en termes d'espèces et d'interaction milieu-espèces. Ensuite, il y a l'utilisation des pesticides. On peut évoquer aussi la destruction des haies, des bosquets, des zones riches en insectes. Et enfin, il y a le réchauffement climatique. En tant que professionnel du PTP, de me mettre au service de l'habitat des oiseaux et des petits mammifères. Alors, vous pouvez passer le slide. On peut se demander pourquoi il est essentiel de faire revenir les oiseaux dans notre paysage urbain. Eh bien, il y a 3 enjeux fondamentaux dans cette reconquête de la biodiversité. D'abord, un enjeu écologique. Il s'agit de favoriser et de préserver les espèces menacées et de protéger. C'est protéger notre patrimoine naturel, un véritable enjeu pour la biodiversité. Et il y a également un enjeu social, ou plutôt un enjeu psychosocial. La présence des oiseaux, leurs chants, leurs balais aériens
On peut penser au martinet noir l'été. Eh bien, tous ces éléments permettent de retisser un lien avec l'homme et la nature, mais aussi d'améliorer la vie, le rendant plus attractif et du coup d'agir sur le bien-être des citoyens dans une ville plus résiliente. Enfin, il y a un véritable enjeu de santé publique. Les oiseaux comme les martinets, les hirondelles, les mésanges, mais aussi les chauves-souris, essentiellement insectivores, sont de véritables prédateurs de moustiques, notamment tigres, potentiels vecteurs de maladies comme la dengue, virus Zika ou bien le chikungunya. D'ailleurs, de plus en plus de villes, pour faire face à l'invasion de moustiques, l'été, on place maintenant des nichoirs à martinets, de chauves-souris, des nids d'hirondelles, car ce sont de véritables insecticides naturels. Le martinet peut manger jusqu'à 20 000 insectes par jour. Les chauves-souris peuvent en manger jusqu'à 3 000 par nuit. D'ailleurs, la commune de Saint-Tropez, devenue un refuge pour chauves-souris, a voulu montrer qu'on pouvait lutter naturellement contre les moustiques qui empoisonnent le quotidien des touristes et aussi des habitants. En changeant de méthode, au lieu de démoustiquer 10 à 12 fois par l'année, le groupe Chiroptère de Provence a installé une centaine de nichoirs de chauves-souris et qui s'avèrent très efficaces. Ces initiatives se multiplient dans pas mal de nombres de villes. Alors, vous pouvez changer le slide. Face à ce problème des espèces en déclin, j'ai pris en exemple Toulon. C'est une ville durable qui lutte pour la préservation et l'environnement de la biodiversité. Je vais vous montrer quelques photos d'exemples de chantiers à Toulon où les nids ont été parfaitement intégrés. Sur la photo de gauche, il s'agit d'une reconstruction d'un bâtiment. 20 nichoirs à martinets ont été posés directement dans les aciers avant le coulage des murs. Voilà. Et donc, ils viennent compenser ceux qui ont été détruits sur l'ancien bâtiment. Sur la photo de droite, on voit le bâtiment fini où les trous d'envol sont apparents, que les trous d'envol. On peut voir que cette installation discrète ne porte pas préjudice à l'aspect esthétique du bâtiment. Vous pouvez passer le slide. Lors de Pardon, Olivier. Le slide avec la rénovation. Voilà. Oui. Pardon Olivier, c'est très important. C'est très important ce que tu viens de montrer et de dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'intégration post-construction. C'est vraiment quelque chose qui est anticipé et qui est intégré. Ça veut dire une discussion en amont avec toutes les équipes. Tout à fait. Tout à fait. En fait, sur Toulon, dans le PLU, il y a eu maintenant, au niveau des ravalements de façade, on est en train de protéger les oiseaux. Lors de la rénovation du slide là, que je voulais montrer, en fait, on voit l'anfractuosité en haut à droite. Ça a été remplacé par un conduit en béton de bois que je fabrique. Et les oiseaux peuvent continuer à nicher puisque la cavité derrière la façade a été conservée. Donc, vous voyez, aspect fini, bon, on ne peut rien dire. C'est vraiment nickel. Après, je peux vous montrer, c'est un slide au niveau de Bruxelles. On est sur un chantier en cours où là, j'ai livré les nichoirs à martinets qui ont été directement intégrés dans l'isolation. Et justement, ces conduits en béton de bois vont être juste à fleur de la brique et donc on ne les verra plus. Mais au moins, on aura conservé donc, les nichoirs et donc les oiseaux, les martinets pourront y nicher. Après, on va passer au second slide où là, je voulais montrer ce qu'on est en train de travailler. Là, c'est aussi à Toulon. C'est un grand projet sur le parking du Zénith. C'est l'aménagement urbain qui a été repensé. Une vingtaine de nichoirs vont être intégrés dans les dalles, tout en haut, et ils vont venir compléter la terrasse végétalisée. Et donc, ça va équilibrer l'écosystème. En effet, la terrasse végétalisée est généralement propice à une nidification plutôt d'oiseaux nichant directement sur le sol. Mais ici, donc, on pourra accueillir les espèces nicheuses. Du coup, en alliant cavité et terrasse végétalisée, on peut accueillir aussi une plus grande diversité d'espèces et permettre le développement d'interactions entre elles avec une plus grande biodiversité urbaine. Donc, on va passer à un second slide où là, c'est une autre problématique. Donc, cette problématique est à prendre en compte. Ici, on voit donc un architecte des bâtiments de France
qui m'a demandé de fabriquer des nids d'hirondelles qui soient le plus discrets possible et qui soient donc intégrés à la génoise. Alors donc dans la région de Carcassonne, là, on a validé ce projet et maintenant il ne reste plus qu'à l'enduire au niveau de à la couleur de la façade et puis ça sera vraiment intégré. Le slide suivant, donc là c'est voilà, donc là on peut voir aussi notre problématique. Bon, c'est la problématique des nichoirs dans un contexte architectural particulier. Dans cet exemple, j'ai fait donc des nichoirs sur mesure qui sont intégrés dans le balcon. Donc, on ne voit que les 2 trous d'envol pour les martinets. Voilà. Donc, on peut passer au slide suivant. Où là, je trouve que, bon, c'est un exemple de réalisation qui a été faite aux Pays-Bas. Mais bon, ce n'est pas mon ouvrage, hein. Par contre, elle m'inspire beaucoup. En effet, elle allie la biodiversité, l'esthétique et l'attractivité. Sur un pignon qui n'était pas encore valorisé, on est allé mettre 80 nichoirs pour justement donner un relief d'une silhouette d'un martinet. Et je pense que ces grandes villes en France, ce serait intéressant. Parce qu'on a quand même beaucoup de pignons à valoriser. Non, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Olivier Vinogre, parce que ça montre aussi l'évolution de l'approche. On n'est plus sur quelque chose, encore une fois, qui vient se greffer. Et je me souviens, pendant le premier confinement, beaucoup se réjouissaient alors, on entendait parler du retour des oiseaux, mais en fait, on les entendait, ils étaient là. Simplement, on ne les entendait pas quand nous, on faisait plus de bruit qu'eux. Mais c'est vrai que, notamment, les oiseaux, c'est aussi le bruit de la vie dans nos écosystèmes urbains. Et c'est très important, très intéressant et innovant. Ça paraît simple, mais sont des très belles idées. Peut-être que ça permet aussi, vous avez cité des architectes des bâtiments de France, ça permet aussi de concilier des choses. Alors peut-être on terminera avec Nicolas Belle pour nous faire un petit topo sur l'agriculture urbaine, mais je fais un détour par Vincent Calbeau et Pierre Darmé parce que c'est important cette intégration de la faune également pour un certain nombre de services écosystémiques. Et puis j'en profite pour poser une question des auditeurs à Vincent. Avez-vous des retours d'expérience sur la durée de vie des végétalisations en bac sur les bâtiments? Et deuxième question, vos constructions utilisent des métaux qui pourraient se raréfier avec la massification des usages. Serait-il possible avec des matériaux complètement biosourcés? Donc, par rapport à la question des métaux, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas toujours de créer des clivages entre le béton, entre l'acier et entre le bois massif entrecroisé. On sait que la RE 2020 va encourager la construction en bois massif entrecroisé et aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là, comme par exemple la construction d'une tour de 100 mètres de haut en eucalyptus, qui est en cours d'étude pour la ville de Cebu aux Philippines. Et donc, effectivement, quand on construit en bois massif, on peut considérer que le bâtiment a une empreinte carbone neutre, étant donné que le bois stocke le CO2 pendant sa croissance, alors que le béton ou l'acier émettent 1 à 2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère durant la production des matériaux. On pense que chaque matériau permet des architectures différentes. On sait qu'on ne va pas construire une tour spiralée en bois massif. Et donc, chaque matériau conduit à des espaces différents suivant la méthode de construction. Ensuite, pour la question de la végétalisation, nous, on a pris le parti inverse un peu du Bosco Verticale à Milan, c'est-à-dire on n'a pas voulu planter des arbres qui avaient déjà 5 ou 10 ans dans des bacs de 1 mètre cube filant le long de jardinières de façade. On a privilégié de sélectionner des essences très jeunes pour faire en sorte que ces arbres s'acclimatent justement au microclimat qu'il y a au-dessus, en bas, au nord, au sud des bâtiments. Ce sont des essences à bois souple qui demandent très peu de maintenance, 2 fois par an en général au changement de saison. Et ici, on a la chance de travailler avec des écologistes japonais qui sont déjà très connus dans l'art de la bonsaïfication. Car notre but, ce n'est pas d'avoir des arbres géants, c'est de finalement maîtriser la croissance de ces arbres pour limiter la maintenance. Donc ça se fait dans la sélection des essences et effectivement dans leur maintenance. Aussi, on a entendu beaucoup de problèmes, et c'est directement lié à la non-intégration de la faune
faune sur ces bâtiments, notamment sur des bâtiments de forêt verticale en Chine, qui étaient envahis par des moustiques. Pourquoi ils ont été envahis par des moustiques? Tout d'abord parce qu'ils étaient dans dans un climat tropical humide, parce qu'il n'y avait pas de système d'irrigation et de drainage suffisant prévu dans les jardinières, et parce que justement la faune n'avait pas été pensée pour être réintégrée dans l'architecture. On sait par exemple que quand on intègre des martinets, des chauves-souris, on permet de lutter contre les insectes invasifs. On sait aussi par exemple, n'importe quel jardinier de base, c'est ça, quand on met un plant de lavande au pied d'un rosier, on sait qu'on n'aura pas de pucerons sur le rosier. Et donc finalement, cet écosystème, juste entre la faune et la flore, cet écosystème sur la gestion des eaux pluviales et des eaux grises, permet justement de limiter la maintenance et de penser en amont ce type de bâtiment. Peut-être Pierre, un mot complémentaire là-dessus? Oui, je suis absolument d'accord et merci Olivier Vinocq pour ces exemples extrêmement concrets. Je me suis amusé à faire la liste des métiers pendant qu'on parlait tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a anticiper les choses et puis ensuite les faire vivre dans le temps. Et le vivant, c'est le temps long qui lui est nécessaire. Quand on livre un immeuble végétalisé, c'est un potentiel. On parle d'ailleurs de potentiel écologique. On ne parle pas de performance, parce qu'on est en constante évolution et en dépendance avec les autres milieux. Alors, on a les parties prenantes publiques, les collectivités, mais aussi les agences régionales quand elles existent de la biodiversité et l'Office français pour la biodive. On a les investisseurs, les promoteurs, les foncières, le constructeur, les producteurs de végétaux, il ne faut pas les oublier, surtout lorsque l'on veut des végétaux résistants au changement climatique et plus locaux et en même temps culturels. Il faut un peu de balance entre les deux. Les conseils. Un chiffre, c'est que le CIBI a accrédité depuis sa création en 2013, fin 2013, 100 assesseurs pour labelliser Biodiversity. Donc on est parti de 3 à 100, on voit un côté exponentiel de ces conseils, écologues ou agronomes ou les deux, urbains. Les concepteurs, Vincent évidemment, les architectes, mais aussi les urbanistes, les paysagistes concepteurs, les ingénieurs que vous avez cités, les hybrides qu'on voit de plus en plus et qu'on appelle de nos voeux, c'est aussi vivant, les entrepreneurs qui vont réaliser les travaux, les jardiniers qui vont faire l'entretien, qui peuvent aussi et qui font de plus en plus d'animation, et évidemment les usagers qui peuvent rencontrer les naturalistes avec les sciences participatives. Vous voyez un peu tout ça? Et comme l'a dit Vincent, le sujet, il est plus d'attendre, il faut massifier. Et pour massifier, ça je trouve très intéressant, tu l'as relevé Alain, il faut montrer des exemples. Et donc le CIBI, qui a créé un label qui s'appelle Biodiversity Life, et je profite de cette tribune qui nous est donnée pour relayer cet appel, lance un appel à candidature pour des sites. Donc soit vous êtes utilisateur d'un site ou vous êtes propriétaire foncière d'un site qui a une démarche d'intégration à l'échelle de l'îlot bâti, donc ça peut être sur le bâtiment mais aussi son proche environnement, de la biodiversité, de la biophilie, eh bien proposé pour être candidat à la labellisation LIFE, c'est-à-dire la version exploitation. On va regarder comment ça se déroule dans le temps, à la fois sur les aspects écologiques et sur les aspects des usages, et effectivement on prendra en compte la faune, la flore. Et puis petit clin d'œil à ce que vous disiez tout à l'heure sur biodiversité et climat. J'ai une marotte depuis 2 ans que cette statistique est sortie, et ça fait écho au plan biodiversité qui est le pendant du plan climat à Paris et dont Pénélope Comitès a parlé. On parle depuis 30 ans jusqu'à 8 fois moins de la biodiversité que le climat. Or, et nous sommes ici tous convaincus du sujet, il y a une interdépendance macro et micro à toutes les échelles du sujet. Et alors, une mauvaise boutade, Olivier Vinocq disait il y a plein de pignons à valoriser. Je pense que nos auditeurs pourraient nous prendre, puisque nous sommes mercredi, pour les François Pignon d'un sujet complètement utopique. Il faut qu'on change d'échelle et mettons-nous-y tous ensemble. Merci beaucoup Pierre. Madame Comitès, peut-être une dernière intervention courte avant de vous libérer probablement sur votre agenda. Et puis ensuite, on terminera avec Nicolas Bell justement pour nous faire un point sur l'agriculture urbaine et sur les vertus de la réintégration de ces approches-là dans nos écosystèmes urbains. Madame Comitès. Très rapidement, je voudrais dire effectivement que Pierre Darmé a totalement raison. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, les Français ont vraisemblablement compris les enjeux du changement climatique, mais qu'il y a un très très gros travail qui doit se faire sur les enjeux de perte de biodiversité. Quand on interroge, y compris des Parisiens, on parle de biodiversité, on vous parle des tigres du Bengale, etc., etc. Bon, voilà, et ça commence par les espèces qui sont autour de nous.
Et je crois que c'est un des enjeux majeurs qui est devant nous. Il faut continuer à travailler sur le changement climatique, mais il faut vraiment mettre en avant la problématique de biodiversité. Les deux vont ensemble, hein, ils tournent ensemble. Et plus on en parlera, plus ce sera effectivement important. Et ça me semble assez urgent. Et peut-être dire à Monsieur Vinocq effectivement que nous avons offert des nichoirs à oiseaux, on a installé des nichoirs à chauves-souris, etc. Et qui ont été effectivement, les Parisiens les ont très bien vécus, les ont mis sur leur balcon, etc. Et je pense qu'il faut continuer effectivement à expliquer que la biodiversité, elle est au coin de chez vous et pas seulement au fin fond des grands territoires africains. Et ça, je pense que les enjeux d'érosion de la biodiversité, personne ne les a compris encore. Merci beaucoup. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Clergeau, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, à travers son approche de ville biodiversitaire. Ça sera à 16h30. Merci beaucoup, Pénélope Comitès. Si on n'a pas le temps de vous saluer, parce que je pense qu'on va déborder exceptionnellement de 2-3 minutes, parce qu'on voudrait profiter de la présence de Nicolas Bell pour... et on va montrer quelques diapos, Nicolas, si tu veux bien, et on va les passer un peu vite, mais c'est quand même important. Ça fait de longues années que tu travailles sur cette approche de ville nourricière à travers notamment l'agriculture urbaine. Parfois, ça donne beaucoup envie et parfois ça pose aussi un certain nombre de questions. Donc merci de nous faire un petit peu un état de l'art sur ce qu'il en est aujourd'hui, sur ce qu'on peut en attendre. Pénélope Comitès l'a rappelé, on en est tous conscients. Évidemment, ce n'est pas uniquement ces approches-là qui vont nourrir l'ensemble des habitants de la ville, mais on a tous parlé lors de cette émission et pendant toute la semaine de BioMexpo de la mixité et de la diversité des approches qu'il faut réussir à combiner. Et donc, quelle est la part de l'agriculture urbaine et quelle est un petit peu la tendance en matière de développement de l'agriculture urbaine depuis ces dernières années? Merci beaucoup, Nicolas. Il est 10h55. On te laisse 4-5 minutes pour un petit exposé un peu flash. Et puis, on va essayer de terminer presque à l'heure. Merci beaucoup de rester jusqu'au bout. C'est important, l'agriculture urbaine. Nicolas, peut-être que tu avais débranché ton micro. C'est pas nous. Pardon, je n'ai pas du tout l'ambition là de proposer une approche un peu exhaustive, mais juste un retour d'expérience sur ce que Topager a réalisé. Donc oui, je vais essayer d'être extrêmement rapide sur les concepts. Donc allons-y pour la présentation. Donc on va commencer par la recherche scientifique, puisque toutes les recherches qu'on a faites, elles partaient du biomimétisme, mais en lien avec des chercheurs d'AgroParisTech et de l'INRA. Donc le premier pilier, c'était de transformer les déchets en ressources. Dans un écosystème, tous les déchets sont des ressources. Et là, l'idée, c'était de faire des substrats, bien sûr, avec du compost, qui est la valorisation d'un déchet urbain, mais aussi avec beaucoup d'autres éléments, comme par exemple le déchet de briqueterie, etc., pour faire des substrats sur les toits qui sont vraiment issus de l'économie circulaire. Le deuxième pilier, il était plus technique, c'était d'imiter l'écosystème d'un sol vivant. On a étudié avec AgroParisTech le fait d'introduire des vers de terre sur les toits, puisque les champignons, les bactéries arrivent avec le compost, pour se rendre compte qu'en ayant un toit plus vivant, on avait un toit qui rendait des meilleurs services de rétention d'eau et des meilleurs services de rétention des nutriments pour nourrir les plantes. Et enfin, le troisième pilier, c'était celui des services écosystémiques. Le plus connu, c'est celui vraiment de retenir les eaux de pluie pour éviter les inondations, pour éviter que les égouts débordent. Mais il y en a beaucoup d'autres. Vincent a cité le rafraîchissement, on a cité le fait de valoriser les déchets, et il y a aussi tous ces services sociaux qu'on a essayé d'évaluer. Donc voilà, pour ça, on a fait ce projet sur les toits d'AgroParisTech, et une publication a permis de valider en fait l'intérêt de mettre par exemple des vers de terre dans les substrats de toiture et tout ce potentiel. Voilà, donc ensuite on a aussi travaillé beaucoup le lien avec la biodiversité plus sauvage, puisque mon associé Frédéric Matt, qui est d'ailleurs encadré par Philippe Clergeau, a créé différentes strates végétales pour montrer que plus on avait de strates végétales, plus on avait de biodiversité, et qu'on pouvait mêler ça, pas forcément à l'agriculture urbaine telle qu'on la pense de type potager, mais aussi une agriculture extensive de cueillette. Comme vous le voyez à droite, on a beaucoup d'arbustes, de thym, de romarin, de lavande, et on pourrait tout à fait se permettre d'avoir des espaces sauvages, mais qui sont un peu nourriciers,
en allant faire de la cueillette dessus et en les perturbant peu. Voilà, donc pour entrer dans les cas concrets, donc je vais parler très rapidement de comment on peut décliner tout ça. Donc, un de nos premiers grands projets, c'était l'hôtel Pullman Tour Eiffel, où on a toutes ces notions de créer un paysage avec l'agriculture urbaine, mais aussi, par exemple, d'avoir des haies tout autour qui permettent d'abriter toutes les auxiliaires du potager, comme par exemple les coccinelles qui vont du coup consommer les pucerons qui sont des ravageurs des plantes, et de réfléchir vraiment dans toutes ces complémentarités comme un écosystème pour ne pas avoir du tout employer aucun pesticide ni engrais de synthèse, puisque là aussi on met en place systématiquement le compost, etc. Ensuite, on a tenté l'approche plus productive grâce au concours pariculteurs sur les toits de l'Opéra Bastille, où là on a développé une véritable AMAP, et on peut mesurer de façon très tangible en se promenant sur différentes toitures de l'Opéra, puisque seules certaines ont été valorisées en agriculture, l'aspect rafraîchissant qui du coup est très puissant par rapport à une toiture végétalisée de sédum basse qui évapore très peu l'été. Ces cultures évaporent beaucoup l'été parce qu'elles sont plus abondantes, et du coup on a un service de rafraîchissement qui est très fort. Et là on a vraiment privilégié tous les légumes les plus fragiles parce que c'est plus intéressant d'avoir ça de façon très proche. Et ensuite, des fois, il faut s'adapter à d'autres systèmes. Si par exemple on a un établissement pour personnes âgées qui ont besoin d'une mobilité, on ne peut pas se permettre d'avoir une pleine surface du coup qui gère les eaux de pluie. On est obligé d'avoir beaucoup d'accès très large. Donc là, on va complètement privilégier bien sûr le service d'évaporation de rafraîchissement, mais aussi les services sensoriels, où là, par exemple, on a des packs de lavande, d'hélicryse, donc une plante qui a une odeur de curry, pour que les personnes atteintes d'Alzheimer, elles puissent beaucoup mieux stimuler leur mémoire, et pour toutes les personnes handicapées puissent jardiner. Donc voilà, on est toujours dans ce type de compromis. Et enfin, j'arrive à l'élément qu'on massifie le plus finalement dans l'agriculture urbaine, c'est les jardins partagés sur toiture, où au lieu de faire une toiture un peu accessible d'un côté et une toiture végétalisée de l'autre, on va rendre toute la toiture accessible pour que les gens puissent en profiter, développer toute cette philosophie pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer au développement durable, et puis travailler l'appropriation des espaces de culture par les personnes qui y vivent. Voilà, c'est un projet qui vit très bien aujourd'hui. Et enfin, je vais conclure par une application au quartier. En fait, on a beaucoup plus de facilité quand on est dans une grosse ampleur. Donc ça, c'est un projet qu'on a remporté dans le cadre de Réinventer la Seine sur l'usine des Eaux, où on a toutes les constructions en terre crue pour permettre justement en fin de vie du bâtiment qu'il soit facilement recyclable. Et on a pensé vraiment l'agriculture urbaine adaptative. Par exemple, sur les toits, on a des parcelles de jardin familial qui sont des parcelles vivrières productives, différentes d'un jardin partagé. On va dégager beaucoup d'espace pour que les gens puissent se retrouver, etc., où on a finalement moins de culture. Donc ces parcelles familiales produisent beaucoup. Et puis en dessous, ces fameux espaces de cueillette, avec l'idée que dans le temps, si les gens n'ont pas le temps de jardiner, on va augmenter les espaces de cueillette qui ne demandent pas plus d'entretien qu'un espace vert classique. Et puis, si les gens ont envie de développer le potager parce qu'ils s'intéressent à ça, et plus de gens s'intéressent à ça, on va quelque part défricher ces parcelles de cueillette pour agrandir les jardins partagés. Donc, cette notion d'adaptabilité, elle nous paraît très importante dans le biomimétisme. Un écosystème s'adapte sans arrêt, et là aussi, il faut que toute l'agriculture urbaine sur les toits puisse s'adapter dans le temps à l'évolution des usages. Voilà, donc je vais passer très rapidement sur le système de gestion des eaux parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc vous pouvez passer directement à la dernière diapositive où je vais exprimer, donc je suis désolé, c'est peut-être pas très visible, ce principe un peu de flux d'écosystème. Donc on parle beaucoup de carbone, mais il faut aussi parler d'azote, il faut parler de phosphore, il faut parler d'eau, et de tous ces éléments en fait qui sont aussi très importants pour être résilients à l'avenir. Et là, en gris, on voit les frontières du projet. À l'intérieur du projet, on recycle un maximum. On utilise par exemple le roseau des bassins de phytoépuration pour apporter le carbone nécessaire à faire le compost en complément des déchets alimentaires. Puisque pour faire du compost, il faut à la fois
de l'azote, mais à la fois du carbone. Et puis aussi, par exemple, on travaille sur la récupération et la collecte sélective des urines pour pouvoir alimenter les champs en dehors de Paris et être plus résilient, puisqu'en récupérant tout cet azote qui est dans l'urine, puisque l'urine contient 85% de l'azote qu'on rejette, eh bien, on évite de rejeter ça dans les eaux et de provoquer l'eutrophisation des cours d'eau, mais en même temps, on peut faire de l'engrais qui permet de nourrir les champs autour de Paris. Et on développe d'ailleurs un projet pilote sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul au cœur de Paris, avec la ville de Paris, où on généralise la collecte séparative des urines pour produire de l'engrais qui sera valorisé justement dans les espaces verts et autres. Donc voilà, j'ai été très rapide, je suis désolé. Non, c'est nous qui sommes un peu désolés, mais merci beaucoup Nicolas Belle, parce que ça nous semblait important de faire un focus sur cette approche de l'agriculture urbaine qui est en plein développement. Je rebondis juste sur deux aspects. D'abord, pour relier biodiversité et enjeux climatiques, tu viens d'en parler à travers tous ces bénéfices écosystémiques. D'ailleurs, Marc-André Solos lundi nous rappelait qu'à travers le sol, la biodiversité, la vie participe évidemment à la lutte contre le réchauffement climatique. Biodiversité et réchauffement climatique ne sont pas deux enjeux déliés. Et puis, merci beaucoup, parce qu'à travers tous vos témoignages, on a bien vu l'importance de recréer des espaces de vie et des villes, pas uniquement pour l'homme. Donc, merci pour ces approches créatives et intégratives. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Merci beaucoup à nos intervenants. Désolé pour les 4 minutes de retard. On essaye de respecter les créneaux horaires. Merci beaucoup Pénélope Comites, merci beaucoup Nicolas Belle, merci beaucoup Jérôme Lotte, Olivier Vinocq, Vincent Calbeau et Pierre Darmé. On se retrouve avec un autre beau panel à 11h30, un panel d'autres architectes pour parler d'architecture réinventée, bio-inspirée, à 11h30 pile. À tout à l'heure. Merci.